Moi, ce qui me semble, c'est que dans l'histoire de la construction européenne, donc bien sûr, il y a l'architecture des traités. Ensuite, il y a des premiers textes, disons, de directives qui sont plutôt de nature politique, droit de la concurrence, etc. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un stade, disons, d'une construction technique, notamment, par exemple, sur les normes, etc. Et finalement, le nombre de gens qui comprennent les textes qui sont construits disons, peut se compter sur les doigts d'une main, pratiquement. Hein. Bon. Au Parlement, par exemple, dans les commissions, quand il y a un texte aujourd'hui, il y a 2 ou 3 personnes qui comprennent ce qu'il y a dedans. Bon. Côté commission, c'est un peu la même chose. En fait, il y a une asymétrie de l'information, parce que l'information, en réalité, elle est effectivement dans les lobbies, dans les grandes entreprises. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, disons que dans la mesure où tous les textes sont hyper techniques, puisqu'on est arrivé à un stade, disons, où les discussions se portent sur des normes, etc., eh bien, effectivement, les grandes industries, les grands lobbies, donc, ont un pouvoir énorme, disons, d'influence sur la construction aujourd'hui des textes, quoi. Oui, est-ce que c'est finalement similaire avec ce qui se passe dans les pays, par exemple en France ou en Allemagne? Est-ce qu'ils ont recopié ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres modèles en Europe, dans les pays? Sur ce qui passe en France, je pense que le poids de l'administration est relativement comparable, notamment parce que les textes qui arrivent à l'Assemblée nationale sont mis par le gouvernement, souvent émanent aussi des services et remontent via les directeurs de cabinet et puis après sont déposés. Après, la spécificité de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'enracinement social de cette administration qui serait comparable à ce qu'est un État national. C'est-à-dire que la bureaucratie européenne, c'est une administration, mais ce n'est pas un État. Un État, il puise, ça c'est les travaux de Noiriel qui le montrent bien, l'État français, pour se stabiliser, il a puisé dans toutes les couches sociales. Il a recruté des instituteurs, des militaires, des policiers, il a eu un enracinement dans la société, et ça a été la condition pour que cette forme-là puisse se stabiliser dans l'histoire. Là, dans le cas de la Commission européenne, on n'a qu'une administration qui recrute essentiellement dans une forme d'upper class polyglotte, passée par des grandes écoles, capable de... Voilà, donc le système politique qui est lié à cette administration-là est à l'image de ce type de recrutement social plutôt élitiste et relativement fermé sur des questions techniques, etc. Mais voilà, du coup, le parallèle, il peut être mené en partie, mais à un moment donné, il y a quand même une spécificité de cette construction-là qui quand même s'impose par rapport à ses racines, quoi, d'où elle vient, comment elle s'est construite progressivement, et essentiellement sur des questions économiques aussi. Comme De Gaulle disait, c'était un vague traité de commerce, mais effectivement, le poids des DG économiques dans l'administration bruxelloise reste historiquement très fort, parce que le gros des prérogatives du traité de Rome, c'était un traité sur la question de la circulation des marchandises, des capitaux, Oui, alors, effectivement, sur les aspects économiques, mais alors ce qui relève de la santé et de l'éducation, et comment ça... Alors, là, comment ça se joue certainement sur le même modèle, mais est-ce que vous avez des informations là-dessus et nous dire un peu... Sur les questions de santé? Bah oui, santé. Alors, sur les questions de santé, donc, il y a le livre que vous évoquez de Stéphane Aurel tout à l'heure, et montre bien comment la DG Sanco, Santé Consommateur, est en grande partie victime alors des groupes d'intérêt qui bien sûr cherchent à influencer, débaucher tel ancien commissaire, etc. Mais aussi est souvent pris dans les jeux internes de la commission et mis en minorité, ballottage défavorable dans les arbitrages. C'est-à-dire que même quand il y a une DG qui est plus orientée vers le milieu de la santé, vers l'intérêt public tel que nous on pourrait le concevoir, elle est souvent mis en position de faiblesse dans les arbitrages interadministratifs de la commission, où la DG croissance, l'ancienne DG entreprise est très forte, la DG concurrence sont les DG vraiment qui arrivent à capter le plus de personnel, le plus de ressources et à avoir l'oreille du président de la commission. Donc là il y a tout un tas de questions sur lesquelles des administratifs de la commission seraient sous des positions de type environnemental, etc. Mais ces positions-là, alors, je pense qu'elles puissent devenir la position de la commission dans son ensemble, sont très faibles. Parce que quand une directive sort, il faut que tous les commissaires les avalisent, en fait.
Donc il y a un jeu comme ça de dialogue interministériel qui dit entre guillemets, hein, beaucoup de guillemets, c'est plutôt un dialogue inter-administratif qui fait que même les positions un peu plus ouvertes sur les questions de santé sont relativement épurées. Après, il y a des questions sur lesquelles la Commission n'a pas censé avoir compétence. Les questions, par exemple, en termes d'éducation, doivent rester la prérogative des États membres. Par contre, ce qu'arrive à faire la Commission, c'est à créer des indicateurs et de mettre en concurrence ces systèmes et de créer des formes d'incitation par le chiffre ou par la mise en comparaison des systèmes pour produire des effets de façon transversale, quoi. Je m'excuse. Justement, est-ce que là, dans ce domaine-là, vous avez un peu plus de billes, quoi, à nous présenter tel que vous l'avez fait Alors, je sais, vous avez peut-être déjà invité, mais sur la question de la recherche, moi je sais qu'il y avait les travaux d'Isabelle Bruno justement sur ces questions-là. Elle travaille sur les politiques sociales avec son travail sur la MOC, la méthode concertée, où on voit comment comment sur ces enjeux-là, la Commission s'est positionnée à partir d'un angle plutôt technique, en mettant en avant des instruments de gestion du secteur-là, et arrive à faire percoler finalement des orientations néolibérales à travers la façon dont on doit compter, dénombrer, mettre en problème les choses. Mais après, des exemples plus concrets, je ne saurais pas travailler là-dessus. Sur les questions de santé, sur les questions de perturbateurs endocriniens, vraiment le travail de Stéphane Aurel est très précis. Sur comment, sur ces questions-là, l'enrôlement des scientifiques est central. C'est-à-dire comment on fait remonter une parole auprès du président de la Commission qui est perçu comme scientifique, en allant chercher des noms reconnus dans le domaine de la toxicologie pour leur faire signer des textes allant dans le sens de l'industrie. Donc ça, on voit bien ce travail-là orienté vers la science, quoi. Ça, c'est, je pense, une partie de la nouvelle frontière sur le lobbying, c'est le technique, mais c'est donc aussi la science pour le coup. En termes de ressources publiques pour faire des PPP, comme je l'ai vu là, montré là, mais aussi en termes d'argumentation. Et ça, c'est un enjeu sur lequel il y a, je trouve, une réflexion de plus en plus poussée à avoir. Vous avez nommé expert plusieurs fois. Ça m'intéresse à quelle manière on devient expert et quel est le pouvoir d'un expert. Alors, dans ce système, en fait, ce système-là, il consomme des experts très souvent et à plein de niveaux. Il y a des groupes d'experts de la Commission européenne, dont en théorie, vous pouvez voir la composition, mais le site n'est pas toujours à jour. Les chefs de bureau ont le droit de construire un groupe d'experts permanent qui va nourrir leur travail de réflexion sur l'écriture d'une directive. Donc vous tapez liste groupe d'experts commission et vous arrivez sur un site avec tous les groupes d'experts. C'est quasiment impossible d'y s'y retrouver, mais bon. Et donc la nomination en tant qu'expert, elle est du ressort d'un chef de bureau, donc d'un fonctionnaire de la Commission européenne. C'est lui qui va venir chercher. Et donc, dans ces groupes d'experts, je cite le chiffre des travaux de Cécile Robert dans le bouquin, mais on sait qu'il y a déjà plus d'un quart, ça représente l'industrie, en direct. C'est-à-dire les gens sont là en tant que monsieur BASF, monsieur Microsoft, etc. Et après, vous en avez 13% pour les ONG. Et en gros, le reste, c'est une espèce de magma de consultants, d'universitaires, dont une partie a un pied déjà dans le système, quoi, business. Parce que quand vous regardez, par exemple, le groupe d'experts sur les nanotechnologies, sur les PPP européens, je donne les chiffres dans le livre, mais vous en avez donc la moitié qui avait été pensée pour le business, l'autre moitié pour le secteur académique. Mais quand vous ouvrez la boîte académique, vous en avez plus de 8 sur 12, si les mémoires sont bonnes, ont leur propre boîte ou sont au CA d'une boîte qui fait des nanos, quoi. Donc du coup, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un degré d'hétéronomie dans le champ scientifique que dans plein de secteurs émergents, vous ne pouvez pas avoir de position dominante si vous n'avez pas déjà un pied dans l'industrie. Si vous n'avez pas déjà cette casquette du scientifique industriel qui est à l'interface des mondes, etc. Et vous ne serez pas invité à la commission en tant qu'expert si vous n'avez pas ce profil-là. Donc là aussi, je cite un garçon de la DG Recherche qui me raconte comment il compose ses groupes de consultation pour les PCRD, les grands programmes cadres européens. Et il me dit, je ne peux pas consulter les 3 millions de chercheurs, je consulte les 5% de chercheurs qui sont à l'interface entre l'industrie et la recherche, parce que je sais que là, je n'aurai pas de contre-lobbying des firmes quand je prendrai une décision. Et je lui dis, mais alors pour la France, vous avez qui? Et il me dit, j'ai pris Kurilski. Et ce Kurilski, il est au Collège de France, donc il cumule les capitaux scientifiques, il est très haut dans le champ scientifique. Il est au CA de Veolia, il a sa boîte en Asie, et je sais que quand Kurilski dit quelque chose, les biotech ne vont pas dire non.
le secteur des biotech vont aller dans le même sens. Et donc en fait, tu as aussi, dans la logique que je disais tout à l'heure, de dire je vais envoyer mon brouillon de directive à la fédération patronale pour savoir ce que pensent les Allemands. Là, c'est pareil. C'est si j'internalise en amont le plus haut possible le point de vue du business dans la fabrication de ma procédure, j'essaie de fonctionner à l'économie pour, à un moment donné, être sûr que mon texte va aller au bout, ne sera pas contré sur les côtés à chaque étape, quoi. Et donc, il y a des logiques de carrière aussi derrière ça. C'est-à-dire que si vous êtes un fonctionnaire de la Commission européenne et que vous voulez être perçu comme habile, capable de faire avancer des dossiers, de faire arriver une directive au bout, etc., vous avez un intérêt positionnel à faire en sorte que vous avez d'intégrer le plus tôt possible dans les textes que vous écrivez et que vous préparez le point de vue de l'industrie. Donc si vous voulez être invité comme expert, il faut que vous soyez au CA de Veolia ou d'un grand groupe. Vous voyez, c'est le genre de boucle, d'anticipation de ce qui va se passer qui finit par provoquer une boucle, une forme de prophétie autoréalisatrice qui fait que du coup, ce sont souvent les mêmes profils qui vont être invités qu'on va retrouver d'un groupe à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est les chiens de garde, quoi, en fait. Hein. Oui, il y a un point qui est très important dans l'évolution des textes européens, c'est l'énormité du budget recherche et développement de la Commission européenne, qui est un moteur, disons, très important, notamment pour fabriquer effectivement toute la technique. Bon. Et dans les contrats de recherche, en fait, ne peuvent effectivement bénéficier de ces contrats de recherche que les gros, qui sont en faveur de toute façon des idées libérales et qui sont liés effectivement, disons, à l'industrie. Bon. Et donc, souvent, les textes européens sont précédés d'études techniques qui sont financées sur le budget de recherche européen. Et donc, très en amont, dans les budgets recherche-développement, eh bien, déjà, disons, c'est uniquement les gros qui peuvent accéder à ces contrats, quoi. Oui, vous avez une espèce de boucle qui se crée là, qui est que pour tout un tas de PPP structurants, où il y a des milliards d'euros, voilà, c'est vraiment des financements énormes, les gens qui ont la main sur le stylo qui va dire les thématiques sur lesquelles cet argent va être débloqué là, sont déjà des gens qui ont qui sont en partie liés avec le secteur, à la fois du point de vue académique et du point de vue recherche. Donc ça, je le décris un peu du coup dans le chapitre 6, avec cette histoire voilà, de groupe d'experts sur les PCRD et puis sur le fonctionnement de la DG Recherche. Et puis l'autre exemple... ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en gros, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'extension de la propriété des moyens de production. En fait, en gros, quand vous produisez par exemple des enzymes, vous êtes les seuls à avoir accès aux usines qui produisent des enzymes, à pouvoir déposer des brevets. Et en fin de compte, si vous êtes un universitaire qui travaille ou un chercheur sur ces questions-là, il se crée une espèce de milieu ou de boucle qui fait que on va dire, les gens qui ont un accès industriel à certaines données, et c'est pareil pour les valeurs limites d'exposition, pour la production de certaines substances, peuvent avoir une primauté technique. Et comme ils ont cette primauté technique, ils peuvent avoir une primauté en termes de préparation de la législation. Ils peuvent dire, nous avons fait une enquête épidémiologique sur 250 ouvriers qui travaillent chez nous pour produire du nickel, par exemple. Voilà ce que ça donne après 5 ans dans nos usines, et venir avec une forme d'argumentation, mais qui est liée, cette prépondérance, elle est liée au fait qu'ils possèdent les usines et qu'ils procèdent les brevets et qui sont en avant. Donc à partir de là, sur les nanotechnologies, tout un tas de sciences qui finalement ne sont que des applications industrielles. En fait, biotechnologie, nanotechnologie, c'est plus physique, chimie, ou voilà, c'est des formes de corps de savoir qui sont d'abord des applications industrielles. Le fait d'avoir accès ou pas aux usines qui fabriquent ces technologies-là, d'avoir déjà une espèce de background là-dessus, d'avoir tissé des liens avec le milieu universitaire sur ces questions-là, ça donne un atout décisif au moment de dire comment on va continuer alors, vers où on va. Donc toutes les formes de groupe d'experts où il y a de la prospective, le fait d'avoir déjà cette espèce, un départ lancé parce qu'on est déjà ceux qui les fabriquons, qui connaissons comment ça marche, qui sachons en parler, dans ce système-là tel que je l'ai décrit, ça donne une sorte de primauté ou d'avance par rapport à des chercheurs qui, eux, seraient dans des modèles, on va dire, plus autonomes de recherche et pas forcément directement liés à l'industrie, utilisant des ressources d'abord de type public pour financer leur thésard, etc. Donc là, il y a une forme, effectivement,
décalage qu'on retrouve déjà au niveau national, parce que c'est pas qu'un truc européen, qui est vraiment aussi encouragé au niveau national, mais qui se démultiplie dès qu'on parle de choses qui sont censées être les réservoirs de croissance de demain, les nouveaux marchés émergents, etc. Ça, c'est certain. Alors je suis désolé, je suis un peu déprimant, mais j'ai du mal à trouver la contradiction qui fait qu'à la fin on a un peu d'espoir et où ça rebondit, mais bon. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au niveau alors, de la Commission européenne, un phénomène, c'est au niveau du recrutement des administrateurs. Il y a en gros, disons, de ce que j'en sais, disons, il y a une sorte de passage en revue idéologique. Et finalement, un administrateur qui n'est pas dans la ligne néolibérale ne percera jamais, pratiquement. Alors, il y a ceux qui ont le concours et ceux qui n'ont pas le concours. Donc déjà, il y a un premier filtre. Alors, le premier filtre qui était celui du concours, en fait, c'est encore presque plus déprimant, c'est que c'est même pas une sélection de type idéologique, c'est qu'en fait les concours auparavant ont valorisé énormément des connaissances de type institutionnel sur l'institution avec du droit, et si vous connaissez l'histoire de l'Europe et choses comme ça, alors que maintenant ils sont des concours qui ont été importés du management, qui sont des formes de mise en situation psychologique où on évalue votre capacité à gérer un collectif où ça parle en plusieurs langues, où il y a plusieurs sensibilités, où en fait c'est des mises en situation où vous devez montrer. Alors il y a toute une partie du concours où vous faites semblant de recevoir des mails et il faut écrire votre supérieur, comprendre, lire entre les lignes et après donc c'est des concours qui ont valorisé beaucoup le relationnel et où finalement la connaissance d'institutions en elle-même est devenue un bagage un peu secondaire. Donc et c'est pas tellement qu'ils sélectionnent des libéraux, c'est que le filtre du concours est celui d'un concours quasiment du privé dans lequel on valorise des tests psy finalement. Et donc là, effectivement, la question du service public ou de l'intérêt public n'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant ou valorisé dans le filtre, quoi. Et le deuxième élément, c'est qu'une fois que vous êtes rentré, là par contre, se pose la question de votre carrière. Et donc là, effectivement, le filtre politique, on va dire, là, il est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que si, à des moments donnés, vous êtes celui qui, en permanence, fait que le commissaire est sollicité par BASF ou par tel grand groupe parce que vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas recevoir le lobbyiste de telle fédération, etc. Qu'est-ce qu'ils font, les lobbyistes? Quand le travail ordinaire que j'ai décrit tout à l'heure, construit sur 30 ans, est perturbé, il remonte. Donc ça va être un salarié du CEFIC qui va dire à son responsable je ne suis pas reçu par tel chef de bureau. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire le responsable du CEFIC? Il va appeler le PDG de BASF, qui va aller voir le commissaire européen, et donc ça va redescendre sur le bureau du chef de bureau qui ne veut pas recevoir de façon autoritaire. Et ce garçon, sa carrière, voilà, c'est comme s'il avait un petit moins dans la marge qui va le suivre après, donc il va finir à la DG Pêche, quoi, comme une partie des informateurs qui ont aidé les gens à sortir des fuites ces dernières années. Dès que quelqu'un sort quelque chose à la commission et que un livre un peu militant sort, après, voilà, il va mesurer la taille des poissons, ou il va... Donc là, effectivement, il y a des formes de sanctions, mais qui se prennent l'angle d'une forme de sanction professionnelle, sur le mode, vous n'avez pas respecté une forme d'implicite qui est là, et qui est un implicite de, on ne fait pas de vagues, et le pas faire de vagues, c'est recevoir tout le monde, prendre en compte les points de vue des grandes industries pour pas que ça remonte, que ça génère, voilà. Donc ça, oui, bien sûr, ça c'est évident. Et moi, je sais pas si vous étiez là quand je disais, mais je pense pas que ça puisse être réformé aussi pour ça. C'est que c'est 30 ans ou 40 ans de sélection sociale, de gens qu'on a appris parce qu'ils étaient perçus comme étant dans ce sens-là, etc. Ceci étant posé, après, il y a des bouts, des fractions de cette fonction publique-là qui sont plus à gauche, qui ont un modèle un peu plus français en tête aussi. Il y a des syndicats de fonctionnaires, le tableau est forcément plus compliqué. Mais moi, je pense que voilà, le trend de fond, la tendance de fond est telle que c'est plus proche de ce que vous décrivez, oui, ça c'est sûr. Il me semble quand même que dans le recrutement, il y a à un moment donné un passage devant des jurys de plusieurs DG. Bon, et là, il y a le filtre idéologique qui joue de façon, disons, assez importante. Et puis alors, il y a aussi, disons, les recrutements par pays, puisque en gros, il y a des quotas, mais il n'empêche que dans les quotas, par exemple, les Anglais se plaçaient très bien, et donc, disons, les Anglais, évidemment, faisaient pénétrer, disons, toute la théorie néolibérale, disons, la plus extrême. Hein. Bon. Et ils ont orienté longtemps, dans beaucoup de domaines, disons, vers les théories néolibérales. Bon, là, ils sont partis, bon, mais enfin, ils sont pas encore partis. Mais il n'y avait pas vraiment besoin des Anglais au sens où
où le gros de la DG Concurrence a d'emblée été plutôt travaillé par des Allemands qui étaient complètement... Et du côté des Français qui étaient associés au projet européen, ils n'avaient pas beaucoup besoin de les convaincre en termes de libéralisme et d'ouverture du marché. Donc en fait, quand plus on remonte dans le temps, plus on se rend compte que ça a toujours été un projet libéral. Il n'y a pas eu de moment où ça a été quelque chose de type... voilà. Ce qui change, c'est l'espèce de masse critique que ça représente aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous avez un groupe de 34 000 fonctionnaires, quand on avait une banque centrale européenne, c'est des gens qui sont actifs du point de vue politique. La politique, ça ne se joue pas que du côté des partis. Ça se joue aussi du côté du technique, de l'administratif, etc. Donc, vous avez posé là, quand même, une structure qui, effectivement, au quotidien, est là pour orienter vers plus de libéralisme des marchés, mais sous un mode quasiment ordinaire, routinisé, etc. C'est-à-dire qu'en gros, là où j'ai du mal à adhérer complètement à la question du prisme, de l'idéologie, c'est que en fait, c'est un système qui fonctionne presque à l'économie de ça. C'est-à-dire, vous pouvez être un fonctionnaire qui est passé entre les gouttes parce que vous êtes plutôt de gauche ou écologiste, etc. Mais de toute façon, ça n'a pas de sens. Vous allez vous retrouver dans un bureau où on va vous demander au quotidien d'appliquer sous une forme administrative et technique une dérégulation. Et c'est la même chose pour les eurodéputés de gauche dans ce système-là. C'est-à-dire dans un système où vous êtes un eurodéputé issu du PC, par exemple, ça n'a aucun intérêt d'aller vous mettre ailleurs que dans les commissions de droits de l'homme ou liberté publique, parce que si vous vous retrouvez dans une commission type transport ferroviaire, vous allez être le type qui va faire la synthèse de toutes les positions émanant des autres groupes majoritaires pour prendre une directive qui va libéraliser le transport. Donc, je veux dire, à part vous rendre malheureux, il n'y a pas... Donc, il y a un effet, normalement, à un moment donné, ce système-là, qui fait qu'il n'y a même plus cette idée cette sensation d'une forme d'idéologie, en fait. Ça fonctionne sous un mode froid, bureaucratique et sans affect. Et c'est presque en partie là le problème. C'est-à-dire que pour pouvoir de nouveau le rendre critiquable, il faut lui rendre sa dimension idéologique, alors même que les acteurs qui le font vivre ne le voient plus. C'est un peu pareil sur les politiques migratoires. C'est-à-dire quand vous avez 30 ans de sédimentation dans le droit, dans l'administratif, de textes clairement xénophobes, etc., les policiers qui les appliquent, les agents de guichet qui les appliquent, tous ces gens-là, ils l'appliquent sous un mode qui est un mode « j'applique la loi ». Et il n'applique plus sur le mode de dire je t'aime pas, tu es étranger. Non, ils peuvent le faire, mais à la limite, ça devient presque secondaire. Ils appliquent les textes, en fait. Et un chef de bureau qui libéralise à la Commission européenne, c'est pareil, il applique les textes. Et son rapport au métier est un rapport de type bureaucrate, administratif. Il serait très surpris si on lui brandissait les conséquences sociales de ses actes en disant mais regarde avec ta directive 10 ans après ce que ça a produit là et etc. Et tout est là-dessus. C'est ça aussi qui rend ce modèle fonctionnel et qui lui permet qu'il continue. Oui, c'est vrai que c'est pas drôle, mais bon. Oui, mais j'aurais voulu qu'on reprécise un peu l'articulation du lobbying, par exemple au niveau national, au niveau européen, et qu'est-ce qui se passe au niveau du TAFTA, par exemple. Puisque si on négocie déjà au niveau de l'Europe, ensuite il y a des négociations avec les États-Unis, on va dire, au niveau du TAFTA, et donc il y a sûrement des normes qui sont remises en question par le TAFTA, alors qu'elles sont en train d'être négociées au niveau européen, etc., etc. Donc je voudrais avoir des éclaircissements, si c'est possible, sur ces modes de fonctionnement. Alors, il y a une partie des groupes d'intérêt, donc j'ai pas eu le temps de vous présenter, j'ai un petit schéma, mais je ne l'ai pas sur cette présentation-là, où je vous montre, il y a une partie des groupes qui sont investis à Bruxelles, dans l'idée de faire un lobbying, de façon à ce que leur business model soit applicable à Bruxelles comme ailleurs. Donc Google ne veut pas que la Commission européenne produise un droit de la propriété intellectuelle qui soit tellement différent en Europe que finalement il est obligé de changer tout, mettre tout un tas d'exceptions, etc. Et donc il y a tout un courant de firmes américaines qui sont là depuis très longtemps pour certaines, mais d'autres de façon plus récente, notamment dans la NTIC, qui financent des groupes d'intérêt du type TPN, Transatlantic Policy Network, AMCAMIU, c'en est un aussi, hein, bien sûr. Il y a la Chambre de commerce transatlantique, il y a tout un tas de groupes d'intérêt qui regroupent des firmes qui ont affaire des deux côtés du continent, quoi.
Et ça, ce sont des groupes qui jouent sur les racines historiques de la Commission européenne, qui a quand même été impulsée au départ par plutôt des milieux d'affaires transatlantiques, en rappelant qu'un des principes moteurs initiaux de la Commission européenne, j'en ai dit un mot avec les accords du GATT en 60-61, c'était d'ouvrir aux firmes américaines un marché unifié pour pas que les Américains aient à négocier avec chacun des pays, etc. Donc cette dynamique-là, je veux dire, elle est juste accélérée avec le TAFTA, avec l'idée de dire, aujourd'hui, on passe à un stade supérieur qui est de consolider l'alliance d'un capitalisme transatlantique en opposition à un capitalisme de type asiatique ou russe. Alors là, je vous donne juste voilà, ce petit schéma que j'ai dû passer tout à l'heure. Donc ça, c'est les fusions et acquisitions transnationales qui ont pour cible une firme de l'Union européenne. Donc là, on voit le mouvement que je vous décrivais tout à l'heure avec Orange, France Télécom qui devient Orange et qui se fait racheter. Puis on a des champions européens qui sont plus des champions nationaux. C'est-à-dire les grands groupes nationaux sont de plus en plus des groupes qui débordent les frontières nationales. Donc ça, c'est la phase, on va dire, qui va des années fin des années 90, début 2004-2005. On a des champions européens qui sont constitués. Et maintenant que ces champions européens sont constitués, on a une poussée des milieux d'affaires transatlantiques pour que l'étape d'après, ce soit une consolidation entre ces champions européens et les firmes américaines. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous regardez... Donc ça, c'est le classement des 100 premières firmes mondiales depuis 1912. Hein. C'est un graphique de Fresne que j'ai complété pour les dates les plus récentes. Les firmes américaines, en 1912, elles étaient, il y en avait plus de 55 qui étaient dans les 100 premières firmes mondiales. En 58, là c'est le sommet, il y a plus de 72 firmes parmi les 100 premières mondiales qui sont américaines. Et depuis, vous avez un capitalisme américain qui est en retrait dans ce classement des plus grands groupes, des mastodontes mondiaux. Et à l'inverse, les firmes de la communauté européenne, on a mis les Britanniques de côté, elles, depuis 1985, elles reprennent du poil de la bête, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que là, si vous additionnez 30 et 30, on est à 60. Les 40 autres, elles ne sont pas sur le graphique, mais c'est de plus en plus des groupes chinois, des groupes russes, des géants de l'énergie, souvent, ou du secteur minier. Donc ce qui est derrière le TAFTA, c'est consolidation de ces deux-là pour retrouver des niveaux comparables. Donc voilà, c'est General Electric qui va racheter Alstom, c'est consolidation à des niveaux... on prend des grands groupes européens qu'on va essayer de faire fusionner avec des groupes américains pour damer le pion, faire pièce à un capitalisme asiatique qui monte en puissance, etc. Ça, c'est en gros le gros schéma qu'il y a derrière ce type d'alliance-là. Et c'est poussé par des firmes. Donc, ouais, vous pouvez aller voir la liste des adhérents du Transatlantic Policy Network, des choses comme ça. Et donc là, le TAFTA, c'est pas simplement ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement une ouverture du marché. Ce qui est en jeu, c'est ce que j'ai décrit sur le pouvoir normatif de l'administration de façon beaucoup plus poussée. C'est-à-dire autant sur les accords multilatéraux d'investissement, sur tous les débats qu'on avait sur les traités précédents, c'était vraiment un traité de libre-échange avec le bœuf aux hormones, etc. Il y a ça, bien sûr, dans le TAFTA, mais il y a autre chose dans le TAFTA qui est la question du pouvoir d'initiative de la loi. Qui a le pouvoir de mettre en branle cette administration ? Et ce que prévoit le TAFTA, et ce que prévoit notamment à travers les tribunaux d'arbitrage, c'est que plusieurs firmes regroupées peuvent mettre en mouvement un chef de bureau de la Commission européenne et lui demander de légiférer sur une question. Ce qui est fondamental dans le TAFTA, c'est que pour accélérer ce mouvement de rapprochement entre entreprises américaines et européennes, on prévoit que le pouvoir d'initiative législative puisse être situé du côté des firmes. Et un chef de bureau qui ne mettrait pas en route une régulation suite au TAFTA pourrait être, on va dire, ce que je décrivais tout à l'heure, on va lui reprocher, etc. Là, ce serait mis dans le droit. C'est-à-dire, un chef de bureau a le devoir de prendre en compte une demande de régulation qui émanerait de comités consultatifs économiques dans lequel siégeraient les entreprises. Donc là, il y a un déplacement d'une forme de souveraineté vers le monde de l'entreprise, mais qui renvoie à un mouvement de fond qu'on retrouve aussi dans les tribunaux d'arbitrage internationaux, l'évolution du droit des affaires qui de plus en plus permet de condamner des États s'ils ne respectent pas tel ou tel traité de libre-échange. Mais là, ça va vraiment être inscrit comme étant au cœur du système d'armature juridique, quoi. En gros, la commission aura pour tâche d'écouter ce que veulent les entreprises en termes
de régulation et de normes. Donc l'objectif 1, il est à peu près clair, c'est écouler les produits sur un marché transatlantique unifié. Ça, c'est un peu le projet initial de la Commission européenne, sauf qu'ils ont mis peut-être ils ont mis plus de 60 ans à arriver à l'obtenir. Mais l'objectif 2, c'est de déplacer le pouvoir normatif ou le pouvoir législatif depuis une souveraineté de type politique vers une souveraineté clairement de type partie prenante, stakeholders, c'est-à-dire on consulte des firmes qui vont activer le levier normatif et juridique. Et ça, pour moi, ce deuxième basculement, il est presque plus pernicieux et important dans le TAFTA que ne l'est la question du grand marché et de l'ouverture, qui bien sûr a des effets terribles, mais qui n'a pas le même type d'effet sur d'où vient l'impulsion politique et la citoyenneté. D'où le Brexit alors peut-être, c'est-à-dire que les normes britanniques, enfin, est-ce que c'est lié à ça par exemple? Est-ce que c'est Alors moi, le Brexit, j'avoue que comment dire, j'ai du mal à. Je pense pas qu'il y a une partie de l'établissement anglais qui était en faveur du Brexit, mais il y a une grande partie des firmes qui jouent sur ce terrain transnational qui, eux, n'étaient pas du tout en faveur du Brexit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le Brexit a été fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout doit changer pour que ça reste la même chose. Donc, c'est que là, en fait, finalement, on a mise en place. Donc, il y a eu une vague raciste et un populisme qui a eu des effets dévastateurs. Mais du point de vue gouvernemental, on a une continuité en termes de politique libérale avec la proclamation d'une sortie. Et donc d'un retrait du système UE, mais avec aussitôt le lancement de négociations de type bilatéral pour maintenir une forme de libre-échange à l'intérieur de ce système-là. Et donc là, il y a une forme de jeu à deux niveaux. Une partie de la Commission européenne qui voit d'un mauvais œil cette espèce de pied dedans, pied dehors et qui ne veut pas aller vers ces négociations bilatérales. Et puis une grande partie de la Commission, et plutôt à mon avis la partie qui aura le fin mot de l'histoire, qui est pour maintenir dans le giron du système politique européen les milieux d'affaires anglais. Et de toute façon, ils sont encore en grande partie membres de la plupart des fédérations que j'ai vues là. Ils représentent une vraie densité dans les vice-présidences et présidents d'associations. Donc c'est des processus d'intégration économique qui, à mon avis, ne seront pas remis en cause définitivement par ce système-là. Donc non, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, mais après, ça mériterait d'être enquêté, et c'est plus des choses que je vois de loin. Mais je ne vois pas du côté... Par exemple, la British Chamber of Commerce n'était pas du tout en faveur du Brexit, quoi. Il était, au contraire, très partisan du maintien d'une forme de statu quo. Donc la sortie, par exemple, de ce bourbier par les États, c'est pas une solution en réalité, c'est ça? Voilà. Non, en fait, ce que j'essaie de dire dans le bouquin, c'est qu'il y a forcément que ce système, pour moi, ne peut pas se réformer de l'intérieur. Mais la question, c'est pas simplement la question de l'État, la question, c'est des rapports de force sociale. C'est-à-dire qu'on voit bien avec le Brexit, c'est que vous pouvez avoir une sortie de l'Union européenne, mais si elle n'est pas appuyée, adossée à un vrai rapport de force sociale, avec des syndicats structurés, des partis de gauche qui pèsent en jeu politique sur des bases sociales, au-delà de la seule sortie de l'euro. Je trouve qu'il y a une focalisation un peu trop forte sur l'euro, mais voilà. Ça donne quoi? Ça donne une situation en anglaise où finalement, une fois la sortie arrachée, on a une lecture de type raciste et xénophobe du scrutin qui a des effets sur les classes populaires les plus marginalisées. Et derrière, on a le maintien d'un gouvernement libéral qui maintient un cap d'orientation comparable. Et donc je trouve que le Brexit, si c'est une leçon pour la gauche, c'est vraiment l'idée que on n'a pas besoin, enfin, on n'a pas à clamer qu'on veut la sortie de l'Europe sans avoir derrière le rapport de force sociale qui permet d'avoir une sortie de l'Europe dans les conditions que nous on espère. Voilà. Parce que si c'est simplement pour avoir une apparence, une espèce de farce où on a l'impression qu'on est en rupture avec l'UE, mais qu'en réalité tout l'appareillage libéral de libre-échange est en train de se recomposer derrière, et qu'en plus de ça, on a un sursaut nationaliste, je ne sais pas si on aura beaucoup progressé du point de vue des forces progressistes. Voilà, donc c'est ce que dit la conclusion du bouquin, qui a été rédigé avant le Brexit, mais qui avait déjà des choses un peu comparables. Et par ailleurs, même s'il y avait une sortie de l'UE, je pense qu'il faut bien garder en tête que ces fonctionnaires-là, ils ne sont pas inactifs dans ce système-là. Ils ont leur propre stratégie. Donc on voit bien, là, ils ont proposé de garder les fonctionnaires anglais. Certains ont dit on va les garder dans la Commission européenne. Certains ont dit non, on ne veut pas les garder. Il y a des contre-mobilisations. Et si demain, par exemple, il y avait la sortie d'un gros pays fondateur, il est fort à parier que, par exemple, cette administration propose une adhésion directe des régions.
On voit déjà un peu la tentation avec la Catalogne, etc. Donc il y aura forcément des contre-mobilisations et des formes de contre-stratégie. Si je peux dire, il y a quelques années déjà, Frédéric Lordon, il a écrit un livre qui s'appelle « Qui la peur de démondialisation ». Excusez-moi. Déjà, il y avait des solutions et TAFTA à cette époque-là n'existait pas. Et je n'ai pas entendu le nom de l'auteur. Frédéric Lordon. Ah oui, Lordon. Oui, bien sûr. Oui. En ce qui concerne, disons, le lien entre TAFTA et les traités européens, quel est le... Là, on a dit il va y avoir une influence importante puisque l'initiative va pouvoir venir effectivement, disons, de l'industrie sur certains textes. Mais comment se fait le lien entre TAFTA et puis quand même les traités européens? Est-ce qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre sur la construction des textes, disons, et des normes? Enfin, disons, comment ça s'articule les deux? Parce que théoriquement, bon, le TAFTA s'impose pas aux traités européens. En fait, ça je ne saurais pas vraiment dans le détail, mais je pense en fait ce qui se passe, c'est que la Commission européenne, comme pour le GATT, en fait, elle investit dans un rôle de mission de négociation entre les traités de type commerce, et que donc elle a la prérogative pour signer et engager du coup les États membres en retour. Après, la question de la transposition directe dans le droit européen, je pense qu'il y a des formes de médiation, mais ça, je ne saurais pas vous dire comment elle passe et comment. Je ne suis pas assez qualifié pour ça, quoi. Je peux vous renvoyer sur le site de Corporate Europe Observatory. Il y a une brochure rédigée par une de leurs militantes qui est très pointue sur ces questions-là. Et c'est une brochure qui est assez facile à télécharger, qui est en ligne, sur le TAFTA et sur le montage juridique qu'il y a derrière. Mais ça, je ne serais pas capable d'aller dans le détail à ce point-là. Je voulais juste demander, dans un premier temps, de répéter le site dont vous venez de parler, parce que j'ai pas capté. Corporate, je sais pas quoi. Corporate Europe Observatory, CEO, c'est Corporate, c'est l'Observatoire des entreprises européennes. C'est une ONG qui est spécialisée dans la critique du lobbying et dans l'observatoire du fonctionnement des entreprises à Bruxelles. Et donc ils ont fait une brochure assez détaillée sur le TAFTA. En fait, c'est une des rares ONG qui produit de l'expertise sur ces questions-là de façon un peu quotidienne. Europe Observatory.